Auditeurs et auditrices, bonjour, vous écoutez votre émission La Ville en pratique, présentée par moi-même, Clément Tricot. Aujourd'hui, c'est une revue de presse. On va faire un peu le point sur l'actualité architecturale et urbaine à Taïwan au cours des 2 mois derniers. On va parler de plusieurs choses. Je vais revenir sur un classement des soi-disant meilleures agences d'architecture taïwanaises. Vous allez voir un classement que je n'apprécie pas trop. On va aussi parler de sujets assez sérieux concernant la sécurité dans le bâtiment. Et on ouvrira à la fin de l'émission, ne manquez toujours pas, les 2 rubriques à la fin des revues de presse, à savoir le bâtiment du mois et le livre du mois. Alors on commence avec un dossier qui a été publié récemment sur Architizer. Alors il n'est pas forcément tout à fait récent, mais je suis tombé dessus récemment, donc je me suis dit que c'était intéressant d'en parler dans cette revue de presse, car c'est un dossier qui présente les 30 meilleures agences ou firmes d'architecture à Taïwan. Alors on va revenir un peu là-dessus, on va voir qu'il faut prendre ce genre de dossier selon moi avec des pincettes et qu'il faut prendre beaucoup de recul, surtout quand on connaît un petit peu le monde de l'architecture et de l'urbanisme, comme moi par exemple, mais comme vous aussi si vous écoutez l'émission. Alors le dossier est intéressant quand même, il présente Taïwan comme un melting pot, notamment du fait de son histoire complexe et de sa politique, ce contexte politique en constante évolution. Le classement présente l'île, sans vouloir dire le pays, comme ayant été occupé par différentes époques par des nations soit asiatiques soit européennes, et que l'environnement bâti de Taïwan présente un mélange de différents styles internationaux, ça c'est assez juste, et qu'on trouve autant de maisons traditionnelles, on va dire inspirées de formes classiques chinoises, mais aussi avec des constructions en béton armé, et donc le classement souligne que l'étendue de l'architecture taïwanaise va de pair avec la complexité de son passé. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord, et je trouve que c'est assez juste de résumer un petit peu l'histoire comme ça. Et ils vont un peu plus loin, d'ailleurs, sur Architizer, en disant que cette diversité architecturale a donné naissance à un environnement bâti distinctif, présentant des styles et des influences variées. Alors moi, je parle carrément d'architecture vernaculaire, comme d'autres chercheurs ou journalistes taïwanais. Et donc là, on précise que l'inventivité et la réflexion caractérisent les architectes taïwanais contemporains qui observent à la fois les tendances internationales en matière de design et les pratiques locales et qui s'efforcent de créer un langage architectural qui ne se contente pas de refléter le passé, mais qui parle aussi à l'avenir. Là où le classement m'énerve un petit peu, c'est à partir de là. Alors le Architizer précise qu'avec un grand choix d'agences d'architecture, eh bien, il est difficile pour les clients d'identifier les leaders de l'industrie pour répondre à leurs besoins, et que Architizer, avec son classement, se propose de faire justement un classement des meilleures agences d'architecture. Et alors pourquoi ça m'énerve ? C'est parce que ce classement repose sur une chose toute simple. Le classement est établi en fonction de statistiques pour montrer le niveau d'excellence, nous dit Architizer. Mais en fait, ça se résume au nombre de prix décernés par Architizer. Et donc pour détenir des prix, les prix qui sont listés, donc il y a les A+ Awards qui sont décernés par Architizer, il y a d'autres prix qui sont sélectionnés justement, et d'autres on va dire bâtiments d'agences qui seraient présentés sur ce site internet. Et donc ils font dans leur recensement à eux un classement. Alors ça m'énerve justement parce que ça va mettre de côté des agences d'architecture taïwanaises qui n'ont pas candidaté à ces prix. Souvent les prix, alors là il faudrait vérifier, mais souvent les prix quand on candidate, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande parfois de payer des frais aussi pour candidater. Et donc, ça exclut de fait plein d'agences d'architecture qui n'ont pas le temps ou pas forcément les moyens de présenter leurs projets. Et donc, vouloir se présenter en disant que ce sont les 30 meilleures agences d'architecture de Taïwan, je trouve le titre extrêmement prétentieux et un peu à côté de la plaque. On aurait très bien pu dire 30 agences d'architecture taïwanaises classées, etc. Enfin, il y avait un terme à trouver, et pas forcément en se posant de cette manière. Par exemple, une des agences d'architecture taïwanaise parmi les plus connues à l'échelle internationale, qui est certainement Field Office, avec son patron Huang Shengyuan, que nous avions interviewé dans l'émission, eh bien, n'y figure pas. J'imagine qu'il ne candidate pas au prix. Eh bien, l'absence de Field Office montre bien que le classement est un petit peu à côté de cette notion des 30 meilleures agences d'architecture.
Là aussi où on pourrait critiquer ce genre de classement, c'est que classer les agences d'architecture de la 30e à la première, c'est aussi se dire voilà quelle sélection on fait, sur quels critères on justifie ça. Effectivement, ça ne met pas forcément en avant certains critères environnementaux plus que d'autres. La notion d'esthétisme aussi est une chose qui pourrait être débattue largement. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve, par exemple, à la 3e place, une agence comme JJP Architects and Planners, qui est une énorme agence d'architecture avec beaucoup de salariés et qui ne fait pas toujours dans la subtilité dans ses bâtiments. Donc voilà, le classement est largement discutable. En tout cas, là où c'est intéressant, et c'est quand même pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'un classement d'agence d'architecture, ça fait un recensement. Et cette notion de recensement, eh bien, pour vous qui vous intéressez aux agences d'architecture, eh bien, ça vous permet d'avoir accès à des noms assez facilement, de pouvoir aller regarder ce que font les agences et de découvrir aussi la vitalité, le dynamisme de l'architecture à Taïwan. On passe sur un deuxième article beaucoup plus léger, celui-ci, on en avait parlé sur RTI. Une chose qui m'amuse, il y a l'acteur Luke Evans qui est à Taipei pour un tournage de Luc Besson. Alors ce n'est pas la première fois que Luc Besson tourne à Taipei, hein, souvenez-vous du film Lucie. Alors il y a d'autres films, on va dire, tournés par des réalisateurs américains aussi. Donc Luc Besson n'est pas américain, mais en tout cas il y a des grands films qui ont été tournés à Taipei. Donc ça, je vous invite peut-être à me donner des noms si jamais vous connaissez des films qui ont été tournés à Taipei. Il y a certains films d'ailleurs qui mettent en scène le Japon, mais qui en fait ont été tournés à Taïwan. J'en ai au moins 2 de tête, alors on verra pour ceux qui ont envie de participer à ce petit concours de la ville en pratique, pour voir un peu qui sont les cinéphiles qui m'écoutent. J'en ai au moins 2, voilà, qui mettent en scène le Japon, mais qui sont tournés à Taipei, ou au moins à Taïwan, donc je vous invite à m'écrire. Et donc voilà, donc on risque de voir Taïwan, les villes taïwanaises de nouveau dans des films très bientôt sur les grands écrans, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Une nouvelle beaucoup moins réjouissante, très dramatique, mais qui est importante aussi quand on parle des villes taïwanaises, eh bien, c'est la question de la sécurité dans le bâtiment. Récemment, c'est Focus Taiwan qui nous apprenait qu'un ouvrier a été tué et un autre blessé dans l'accident d'une cimenterie qui produit du laitier. Alors le laitier, le ciment, alors le laitier c'est une espèce de liant hydraulique, hein, qui est obtenu par cuisson de différents matériaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé, nous explique Focus Taiwan. Eh bien les 2 hommes nettoyaient l'enceinte d'un four de l'usine CHC Resource Corporation lorsqu'ils sont tombés dans le laitier. Voilà, donc ça c'est un accident assez dramatique. Là où ça m'étonne, c'est que effectivement un accident industriel, c'est quelque chose qui peut arriver, mais de le voir dans Focus Taiwan, c'est quelque chose qui montre que ce genre de sujet médiatique et les conditions de sécurité de travail dans le bâtiment vont peut-être devenir un sujet de plus en plus d'actualité à Taïwan. On imagine que ça fait suite aussi au tragique incident qu'il y avait eu récemment à Taichung, au cours duquel la chute d'une grue avait tué une femme de 52 ans et avait blessé au moins 10 autres passagers. Donc c'était un accident très sérieux et qui a certainement fait réagir. Alors je vous ai mis sur la page de cette émission un dossier réalisé par RTI, notamment par François-Xavier Boulet, qui revenait sur les circonstances du drame, notamment sur l'absence de système d'actionnement d'alerte d'urgence au niveau du métro, les questions des capteurs, et qui proposait aussi des pistes et des informations sur l'enquête en lien notamment avec les différentes responsabilités. Et effectivement, c'est de voir ces sujets abordés dans une agence assez généraliste comme Focus Taiwan. Ça montre aussi que le sujet de la construction et du bâtiment et la sécurité, notamment sur les chantiers ou dans les industries, est un sujet sérieux dont, on va dire, le gouvernement, mais aussi les entreprises privées doivent savoir gérer correctement et convenablement. Alors on va terminer avec un dernier article, très rapidement, avec une question qui fait un peu écho avec une chronique d'architecture que nous avions fait sur la ville en pratique. Il y a un auteur d'un article sur The Island Place qui se pose une question: à quoi
devrait ressembler Taipei la nuit? Alors on s'était posé cette question, est-ce que les villes taïwanaises sont mieux de jour ou de nuit? Eh bien, je vous invite à lire cet article. Il est en mandarin, mais comme vous le savez, la fonction de traduction automatique de Google vous permet déjà d'avoir un peu une vision générale de l'article. Alors c'est une personne qui travaille justement sur un projet d'éclairage du jardin botanique de Taipei. Et donc il travaille pour la fondation Coretronic qui a travaillé sur la mise en lumière de différents édifices à Taïwan. Alors il cite le temple Fengshen à Tainan, et il cite d'autres, la ville de Hongquan ou encore une église à Danshui. Alors tout ça c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de comment mettre en valeur la question de la lumière la nuit et de la mise en valeur des édifices, notamment patrimoniaux ou on va dire des parcs aussi. Là, sur la question d'un jardin botanique, c'est intéressant parce que ça pose des questions sur l'impact que peut avoir la lumière sur le développement des végétaux. Ça peut en faire grandir certains et ça peut nuire à d'autres. Donc ça c'est intéressant, et donc dans cet article il revient sur ce rapport entre l'homme et la nature, mais aussi donc sur ce rapport entre l'homme et la nature, et j'ai envie de dire l'homme, la nature, la nuit. Donc je vous invite à lire cet article un petit peu particulier, mais très intéressant. Et allez, un dernier article pour la route, quelque chose qui est assez... qui est signe que la situation a définitivement évolué à Taïwan. C'est CNA qui nous apprend que le volume du trafic routier retrouve des niveaux d'avant la crise Covid pour les vacances. Effectivement, avec le long week-end des bateaux dragons, eh bien, au départ du week-end, eh bien, les niveaux observés de densité du trafic routier avaient augmenté de 13% par rapport à l'année dernière, et ça revient à des niveaux observés en 2019. Alors, est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, ça veut dire que la crise Covid est quelque part terminée, mais peut-on se réjouir du fait que le trafic redevient important ? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. On termine avec deux choses. Alors, l'architecture du mois, je vous renvoie vers un article, une présentation d'une réalisation assez simple d'une construction d'une maison individuelle qui se trouve à Kaohsiung à Taïwan. Alors ça date un peu, ça date de l'article sur lequel je vous renvoie date de 2017. Mais en tout cas c'est intéressant parce que ça vous permet de voir un peu l'intérieur d'une maison un peu travaillée dans la densité urbaine taïwanaise avec beaucoup d'ouvertures très blanches. Et ça permet aussi de visualiser un petit peu des formes urbaines et de logements contemporains, des formes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe. Et en tout cas c'est intéressant de voir ce genre de choses qu'on voit beaucoup en Asie. On retrouve un peu des éléments et des formes de ce genre, que ce soit à Taïwan, au Japon ou encore en Asie du Sud-Est notamment. Donc je vous invite à voir ça, c'est assez intéressant. Et pour terminer avec notre livre du mois, on va pas beaucoup en parler, mais c'est l'annonce, j'ai vu passer qu'un auteur français sortait un livre qui s'appelle Quelque chose de Taïwan. Alors je vous envoie sur la page de ce livre. Et moi de mon côté, je vais essayer de contacter l'auteur. J'aimerais bien lui proposer une interview. Donc les choses se feront peut-être dans les semaines qui viennent. On aura l'occasion d'en reparler. Moi, je vous dis à très bientôt, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'émission. Moi, ça m'aide à faire la promotion de ce travail. Et vous, ça vous permet de n'en manquer aucune. Je vous dis donc rendez-vous bientôt pour La Ville en pratique ou pour Relations Taïwan-France. À très bientôt.